Merci à tous d'être là. On vous propose de commencer. On est déjà nombreux, même si ça continue de rentrer. Je vais laisser tout de suite la parole, avant de la reprendre, à Laetitia Huard et Simone Matoulin-Pellissier qui vont introduire ce webinaire. Bonjour à tous, je vais faire une introduction assez rapide. Donc, moi, je suis directrice scientifique à Santé publique France et c'est avec un grand plaisir que j'ouvre ce webinaire parce que bien évidemment, nous avons une collaboration ancienne, étroite avec l'ISPED et sur un nombre de sujets très importants, des enjeux de formation bien évidemment, mais aussi le lien entre la recherche et la décision publique. Avec des thématiques qui peuvent être variées, mais des collaborations très concrètes et très riches dans le champ de la promotion de la santé et des inégalités sociales de santé. Donc, c'est avec un très grand plaisir que je rejoins et j'introduis ce séminaire sur les 35 ans après la Charte d'Ottawa, quels enseignements, quels défis pour des politiques de santé publique plus favorables au bien-être. Et je crois que ce séminaire, il a montré tout son intérêt, enfin, il a toujours été, c'est évidemment un sujet important de tout temps, mais l'importance de ces champs-là sont à revoir avec l'actualité. Ça résonne en termes d'importance absolument majeure. La crise a montré l'intrication, l'importance des différents déterminants de santé structurelle, à la fois dans l'évolution de la crise et dans les conséquences à long terme de la crise sur les enjeux éducatif, sur le rôle de l'emploi, le rôle du logement, du système de soins, au travers qui ont été revus avec une acuité toute particulière au cours de ces 2 dernières années. Cette approche globale de la santé nécessite évidemment un décloisonnement des politiques publiques et une prise en compte transversale de ces grands champs. Et pour cela, on a besoin de travailler pour rendre plus visibles les déterminants structurels de la santé, y compris au sein de Santé publique France. Et ça fait partie des démarches qu'on porte et qu'on développe avec des grands enjeux de santé sur lesquels on travaille. Et évidemment, celui-ci rejoint des actions et des travaux qui sont faits dans le cadre des inégalités sociales de santé, qui vont aussi être présentés pour notre part. Et tout l'enjeu de pouvoir agir d'une action nationale à un niveau territorial adapté, à un niveau territorial le plus fin possible pour avoir des actions qui font du sens pour la population. Donc voilà ce que je voulais vous dire juste sur quelques mots d'introduction et c'est avec un très grand plaisir que je participe à ce séminaire aujourd'hui. Merci Laetitia d'avoir introduit pour Santé publique France, moi en tant que directrice de l'ISPED, juste quelques mots. D'abord, remercier en amont les orateurs d'avoir accepté, remercier Linda d'avoir accepté d'organiser ce séminaire. Je lui ai demandé de l'organiser en lui disant, bien sûr, le thème est libre. C'était effectivement au bout de 3 ans de convention Santé publique France ISPED. Et Linda a participé dernièrement à un séminaire mondial autour de la promotion de la santé et a été un peu sensibilisée à la nécessité de discuter autour de 35 ans après la charte d'Ottawa et m'a proposé ce séminaire et vous a invité, Stéphanie Van der Toren et Laurent Elgozi. Je vous en remercie et je passe tout de suite la parole à Linda pour ne pas manger le temps sur la discussion entre vous trois et les gens qui participent. Nous sommes plus de 130, donc voilà, c'est pour votre information. Bon séminaire, merci. Merci. Merci beaucoup Laetitia et Simone pour cette introduction. En effet, l'idée de ce séminaire, c'est de partager avec vous des réflexions, évidemment, que l'on a au niveau national, mais pas que, hein, qui font de plus en plus jour au niveau international. Et ça a vraiment été l'objet, je vais partager mon écran en même temps que je vous parle, ça a été l'objet de la dernière conférence mondiale de l'Organisation mondiale de la santé,
Vous savez, ce sont ces conférences qui favorisent justement la création des nouvelles chartes qui sont censées guider l'action en santé publique. Donc, il y a eu cette fameuse charte d'Ottawa que l'on connaît tous, hein, et qui a une notoriété très forte parce que ça a été un peu le premier guide des politiques de santé publique de manière à prendre en compte une vision plus large de la santé. 35 ans après, enfin plus de 35 ans après, et notamment après 2 ans de crise, lors de la conférence du 13 au 15 décembre 2021, ont été rediscutés, en fait, les principes portés par cette charte et qui ont d'ailleurs été repris à l'occasion de plein d'autres traités et de chartes qui sont venus notamment apporter des focales sur certains aspects. Nous avons pu échanger avec des panélistes du monde entier sur la prise en considération ou pas, en fait, des grands principes, de l'ambition qui était portée par cette charte d'Ottawa. Et c'est l'objet de ma présentation ici, de vous faire la démonstration qu'il va falloir vraiment une vraie prise de conscience pour essayer de davantage porter les ambitions de cette charte d'Ottawa et qui ont été d'ailleurs repris, détaillés et priorisés dans le cadre de la dernière charte, donc qui est à l'issue de cette conférence, qui s'appelle maintenant la Charte de Genève, et pour laquelle, en fait, les dirigeants de l'OMS ont souhaité vraiment insister sur certains aspects. Alors, cette démonstration, elle va passer par des exemples, parce que l'idée, en fait, de cette présentation, c'est de vous faire comprendre et de pouvoir discuter avec vous, de prendre conscience collectivement de cette question des déterminants structuraux de la santé qui sont malheureusement assez inconnus, mal appréhendés par l'ensemble des politiques publiques de santé. Et pourtant, ils étaient présents dans la charte d'Ottawa qui a été quand même signée en 1986 par la plupart des pays qui ont une politique nationale de santé publique. Que nous disait à l'époque la charte d'Ottawa? Elle rappelait que la santé n'était pas l'absence de maladie. Évidemment, ça, vous l'avez appris dans vos enseignements, que c'était un état de bien-être physique, mental et social. Mais j'aurai l'occasion d'y revenir parce que ça a été davantage développé dans le cadre de la Charte de Genève. Et surtout, derrière cette notion de bien-être physique, mental et social, ce que nous dit la Charte d'Ottawa, c'est qu'il faut agir sur les déterminants de la santé. Et que dans les déterminants de la santé, là, on ne parle pas de facteurs de risque, mais de déterminants de la santé, il y a des déterminants qui sont très proximaux, qui ont un effet très direct en fait sur la santé, et des déterminants qui sont très distaux et qui sont ancrés en fait dans l'ensemble des politiques qui sont menées par les nations, et qu'il faut une certaine cohérence entre ces politiques et que l'ensemble de ces politiques participent à la création et à la pérennisation en fait de la santé et surtout sa répartition équitable à travers la population. Aujourd'hui, qu'en est-il? 35 ans après cette ambition-là, cette signature des États autour de la charte d'Ottawa. Je vais prendre 4 exemples très différents les uns des autres pour vous montrer où le bât blesse, j'ai envie de dire, aujourd'hui. Le premier, on va travailler sur un symptôme, le stress. Voilà. On sait que le stress a des implications énormes sur la santé mentale, évidemment. Dans la conscience collective, c'est évidemment très, très lié. La santé physique, on sait que le stress est un des facteurs de risque de nombreuses pathologies cardiaques, de l'addiction, de l'obésité, du cancer, et évidemment a des effets aussi délétères sur le social. Donc on est bien dans la santé mentale, physique et sociale, avec une désimplication dans les organisations sociales, un repli sur soi, un isolement. Comment ça fonctionne, en fait, ce stress? C'est que ça altère l'opinion de soi, ça augmente le sentiment de solitude et donc l'isolement derrière, le désintérêt, et ça laisse imaginer une maîtrise insuffisante dans différentes arènes de sa vie, que ce soit professionnelle ou familiale. Ce que l'on sait aussi, et donc c'est ces mécanismes-là qui ont un impact sur la santé mentale, physique et sociale. Ce que l'on sait aussi, c'est qu'il y a des effets modérateurs en fait, de ce stress, c'est le soutien social, l'entourage familial, nucléaire, professionnel, et également des stratégies d'adaptation. Et c'est pour ça qu'on a énormément de programmes en France autour du développement des compétences psychosociales. Santé publique France pousse, impulse ces programmes-là dans l'ensemble des milieux de vie. Ce que nous ont apporté les recherches sur les stratégies probantes et équitables en matière de réduction du stress, ou plutôt de l'effet du stress, parce qu'on ne peut pas forcément toujours réduire le stress, mais en tout cas son effet, c'est qu'il faut des stratégies, il faut une combinaison en fait, de stratégies structurelles et de stratégies éducatives. Les stratégies structurelles qui fonctionnent
et notamment, ça a été mis en évidence dans les travaux préparatoires à la Commission sur les déterminants sociaux de l'Organisation mondiale de la santé en 2010, par Wilkinson et Marmot, c'est qu'il faut des stratégies structurelles d'intégration sociale et de lutte contre l'isolement, de réduction de la précarité, qu'elle soit matérielle ou financière, par l'éducation et la réinsertion, et des stratégies autour de l'environnement social et de la sécurité matérielle qui favorisent notamment un sentiment d'appartenance, un sentiment de participation et de valorisation. Vous allez voir dans un exemple très pratique à quel point ça peut résonner ça dans les organisations. Et puis des stratégies éducatives, évidemment, pour essayer de faire face, quand l'environnement est délétère, quand l'environnement est stressant, de pouvoir faire face, de coper en fait, avec cet environnement à travers le développement des compétences psychosociales et le soutien à la parentalité, notamment des parents avec jeunes enfants. Si je prends 2 exemples autour de populations différentes, la santé mentale des étudiants. Par exemple, une littérature qui n'est pas toute jeune, là c'est une revue systématique de la littérature qui a montré que le meilleur moyen, la stratégie la plus probante pour promouvoir la santé mentale des étudiants, pour favoriser la santé mentale des étudiants, ce n'était pas les stratégies de communication ou de marketing social. Ce n'était pas les stratégies éducatives ou de repérage précoce. Les stratégies qui fonctionnent le plus, c'est les modifications dans les enseignements et dans les évaluations des étudiants. Donc, on n'est bien là pas du tout dans une stratégie qui est dans le domaine de la santé ou de l'éducation pour la santé, qui ne sont finalement que des stratégies de rattrapage, mais ce sont des stratégies qui sont dans l'organisation même des milieux de vie, à travers la manière dont on fait cours et la manière dont on évalue en fait la progression des étudiants. Un deuxième exemple que vous connaissez pour certains très bien, j'ai vu quelques noms là dans la liste des participants, c'est la santé au travail. Le meilleur moyen de réduire les risques psychosociaux, là encore, ce n'est pas de faire des ateliers, ce n'est pas de faire de la méditation en pleine conscience ou ce genre de programme que l'on peut voir dans les différents milieux professionnels, c'est de modifier les politiques managériales, l'organisation et l'environnement de travail, de manière à ce que cette organisation du travail, elle favorise l'autonomie, et ça a une implication directe, vous le voyez, sur des pathologies même très somatiques, un équilibre de la charge de travail, de promouvoir la qualité des relations sociales dans le milieu de travail, c'est-à-dire en créant des espaces et des arènes qui favorisent le lien entre les salariés, mais aussi entre les responsables et les salariés, et évidemment une valorisation de l'ensemble des efforts. Donc, on est bien sûr, des stratégies qui fonctionnent le plus, c'est l'organisation managériale. Qu'en est-il concrètement ? En France, en tout cas, dans les politiques autour de la promotion de la santé mentale ou de la psychiatrie, on a une approche qui est plutôt centrée sur les conséquences individuelles de ces problèmes structurels. Si l'on regarde l'ensemble des documents qui retracent la politique nationale autour de la santé mentale, on va avoir des observatoires, évidemment, ça on l'a dans l'ensemble des plans pour observer les choses, de l'information sur la santé mentale, comme si être informé sur ce que veut dire la santé mentale permettait d'être en meilleure santé mentale. Évidemment que ça participe, mais de manière très, très congrue. Le développement des compétences psychosociales, ça on a vu que c'était... Évidemment que c'était une stratégie de rattrapage qui était très intéressante. Le repérage et la prise en charge, la formation des professionnels de santé et médico-sociaux. À aucun moment, on a des actions qui réorganisent les secteurs non sanitaires. On n'est que dans des stratégies sanitaires, c'est-à-dire sur les conséquences individuelles en fait, de l'effet délétère d'un environnement. On n'est pas du tout sur les déterminants structurels. Deuxième exemple, là, on a fait un facteur de risque, un symptôme, on va dire le stress. Deuxième exemple, une population, la santé de l'enfant. Là aussi, c'est particulièrement édifiant. On sait, il y a énormément de littérature qui explique les déterminants structuraux impliqués, intermédiaires ou structuraux impliqués dans la santé, le bien-être de l'enfant, le développement. On va parler de bien-être pour inclure aussi le développement de l'enfant. La condition économique, évidemment. Le réseau social autour de la famille, le milieu familial, son organisation, mais aussi la santé. On sait par exemple que la santé de la mère a un impact notamment dans le domaine de la périnatalité. L'exposition aux écrans, il y a de plus en plus de littérature autour de ça, avec des effets qui sont très, très diffus sur le développement de l'enfant. Le système éducatif, je ne parle pas d'éducation pour la santé à l'école, mais du système éducatif, la manière dont on fait éducation, mais aussi l'environnement de l'école. La protection, évidemment, de l'enfant. Et là, il y a une très belle méta-analyse de Hugues en 2017 qui a montré les effets sur les troubles métaboliques et aujourd'hui les pathologies non transmissibles, les pathologies somatiques
sur l'adulte qui sont liées en fait à l'accumulation d'adversité dans l'enfance. Donc tout ce qui est autour de la protection en fait de l'enfance. Et puis un autre exemple, et je vais particulièrement m'intéresser à celui-là parce qu'il a un impact majeur à la fois directement sur le bien-être de l'enfant, mais également en tant que modérateur de beaucoup d'autres déterminants, c'est l'effet quartier, c'est-à-dire ce qui se passe dans le quartier d'habitation, un effet majeur sur la santé mentale, la santé physique et le développement cognitif et émotionnel de l'enfant à travers 4 éléments. L'accès à la nature et les environnements naturels. Et là, il y a un tombeau de littérature sur le sujet, évidemment, que ce soit en termes de pollution urbaine, d'exposition au tabac, d'exposition aux pesticides, évidemment. L'accès aux espaces verts, et je vais revenir sur les mécanismes en fait, d'effet de l'accès en fait, à la nature sur la santé mentale, physique et sociale des enfants et des adultes d'ailleurs, ça a aussi un effet sur les adultes. L'environnement bâti, évidemment, c'est-à-dire l'organisation des logements, la qualité des logements, mais aussi leur organisation, la manière dont ils sont l'un à côté de l'autre, les routes, l'organisation des habitations, est-ce qu'il y a des espaces et des infrastructures éducatives, ce genre d'éléments, l'environnement bâti, qui a un effet donc sur le stress, le fonctionnement social et émotionnel de l'enfant, les relations entre enfants, le fait de pouvoir essayer de nouvelles choses, donc le développement cognitif de l'enfant, mais également l'apprentissage de la responsabilité et du respect. Le logement, je ne vais pas détailler, Stéphanie en parlera très largement tout à l'heure, un effet majeur du logement sur le bien-être des enfants. Et puis évidemment, l'accès aux services, notamment socio-éducatifs, pour favoriser le lien social, le soutien et l'accès à des personnels de soins au sens care, hein, pas au sens curatif, les personnels de soins, que ce soit autour de la parentalité ou autour du petit enfant dans les premières années. Ce qui est intéressant aussi quand on regarde la littérature sur cet effet du quartier, c'est que non seulement il a un effet direct en agissant sur la cohésion sociale et les liens entre les habitants, mais il joue aussi le rôle de modérateur du statut socio-économique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de fatalité autour du statut socio-économique. On peut très bien réduire en fait l'effet de la précarité économique par une organisation de quartier justement qui tendrait à limiter, à jouer ce rôle de médiateur ou de modérateur en fait de cet effet de précarité. Ça a été démontré par une publication qui a mis ça en évidence à travers une modélisation par équation structurelle. Alors les enjeux, là aussi, autour de la santé de l'enfant, on les connaît. La mise à l'abri et la protection, hein, donc c'est vraiment la protection des victimes et la prévention en fait, des maltraitances. La régulation des déterminants commerciaux, hein, notamment par rapport à la publicité, l'agroalimentaire, l'exposition aux écrans, l'aménagement urbain et les transports, là la démonstration vient d'être faite, le développement culturel et éducatif, les dispositifs d'accueil, enfance et loisirs, l'éducation et le soutien à la parentalité. C'est comme ça en fait qu'on construit la santé et le bien-être des enfants. Or, force est de constater aujourd'hui qu'il n'y a pas de politique globale de protection et d'amélioration de la qualité de vie des enfants, voire parfois des choix délétères, peut-être par méconnaissance en fait, de la mécanistique de ces déterminants autour de la santé de l'enfant. On a une absence ou une faible régulation des déterminants commerciaux. Vous vous rappelez, il y a quelques années, une dizaine d'années, quand on avait essayé de réguler, par exemple, la publicité sur les écrans enfants, comment le gouvernement avait dû reculer face au lobby industriel. Difficile de travailler sur les perturbateurs endocriniens, d'avoir une régulation vraiment protectrice, hein. Réintroduction de pesticides, parfois près d'école, pour des motifs économiques. Voilà, donc vraiment très, très difficile de mettre en place une politique de protection qui touche aux déterminants commerciaux. Les rapports PISA, hein, qui étrient le système éducatif et sa propension à augmenter les inégalités sociales de santé sans que les choses soient remises en question dans leur ampleur. Alors, il y a des petites choses hein, qui sont aménagées à chaque fois, mais pas de réflexion globale avec cette question des inégalités sociales de santé. Les dispositifs d'accueil petite enfance, hein, je vous renvoie à la pétition et au mouvement des professionnels d'accueil petite enfance en 2021, suite à la mesure prise de réduire le métrage par enfant dans les dispositifs d'accueil petite enfance, alors qu'on sait que ça, c'est un élément majeur favorable au développement de l'enfant, c'est au moins 7 à 8 mètres carrés par enfant. Le congé parental, l'UNICEF régulièrement rappelle que le congé parental français n'est pas suffisant pour subvenir aux besoins des enfants, notamment le congé paternité, même s'il a été rallongé, hein, il faut quand même le souligner au cours de l'année 2021.
La protection de l'enfance et la PMI, qui sont des dispositifs où il y a régulièrement des seuils d'alerte qui sont dépassés par manque de moyens, par manque de professionnels, par manque de restructuration. Alors que je vous l'ai montré à travers la publi de Hughes, et on a vu dans le cadre de la gestion de crise des enfants qui ont été réintroduits dans leur domicile toxique sans surveillance. Et puis, il y a évidemment, et je vais y revenir, les mesures anti-Covid qui, la littérature commence à être pléthorique sur le sujet, qui a un impact évidemment majeur sur la santé et le développement des enfants. Un exemple positif sur l'environnement, même si je vais introduire une petite nuance, il y a par contre sur la question de l'environnement et notamment de la planification urbaine, ce mouvement d'urbanisme favorable à la santé. Là, pour le coup, sur la question de l'urbanisme, il commence à y avoir une montée de cette prise de conscience de l'urbanisme favorable à la santé, l'urbanisme comme étant un déterminant majeur sur la santé de la population à travers 4 mécanismes: l'exposition aux facteurs de stress environnementaux, le développement des capacités et des comportements sociaux et individuels favorables à la santé. C'est un espace de ressourcement et donc d'augmentation de la qualité de vie et de promotion de la santé mentale. Et évidemment, de manière plus large, l'accès aux espaces verts, notamment, a une fonction environnementale majeure en termes de biodiversité, de régulation de la température, d'inondation. Et donc, on est vraiment là dans une approche One Health, comme elle peut être de plus en plus promue. Vous voyez sur ce schéma, ce sont les travaux d'Anne Rouet-Le Gall, 2015-2017, qui montrent comment les espaces verts, l'accès aux espaces verts, leur organisation, leur aménagement, l'entretien également, ce qui est utilisé, si évidemment il y a des pesticides utilisés, c'est plus gênant, mais on voit bien comment ces espaces verts et les attributs de ces espaces verts peuvent avoir un impact, soit par l'usage que l'on en fait, soit en jouant le rôle de régulateur justement environnementaux, avec un impact direct sur la santé physique, santé mentale et les inégalités de santé. Même quand on a une approche par pathologie, et c'est les travaux de la même équipe, de Marion Porchery et d'Anne Rouet-Le Gall et autres, qui ont montré l'effet sur la trajectoire du cancer, qu'on soit dans la prévention primaire ou encore la rémission du cancer. L'accès aux espaces verts a en effet un effet très positif à travers différents mécanismes en fonction des temps du cancer, si je reprends la terminologie de l'INCa. Malheureusement, là, pour le coup, je voulais vous montrer un exemple positif. Malheureusement, là aussi, on a un petit gap. C'est-à-dire que si vous êtes une pélodite ponctuée, c'est cette petite grenouille là, toute mignonne, je vous en ai mis une petite photo, eh bien, vous êtes une espèce protégée depuis 2017 et vous êtes dans le code de l'environnement. On ne peut pas toucher à votre habitat et dès qu'on doit aménager l'espace, eh bien, on doit faire en sorte de vous protéger pour ne pas nuire à votre santé. En revanche, si vous êtes un être humain, eh ben pour protéger de votre santé et inciter les responsables des PLU, eh ben vous avez un petit document fait par l'École des hautes études en santé publique qui est entre les mains de la Direction générale de la santé. Et peut-être que dans les villes, à un moment, vous aurez accès à ce guide-là, outil d'aide à l'analyse des plans locaux d'urbanisme au regard des enjeux de santé. Mais il n'y a aucune politique contraignante par rapport à ces déterminants que je viens d'évoquer. Alors, on voit bien là qu'il y a quand même un gap entre une timide politique incitative sur la santé des êtres humains et une politique très contraignante pour protéger d'autres espèces, et tant mieux, évidemment. Mais peut-être qu'il faudrait classer l'être humain et l'enfant, plus particulièrement l'enfant, pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure, comme espèce à protéger dès lors qu'on aménage son environnement. Le dernier exemple que je vais donner, c'est la gestion de crise. Ça a été largement abordé lors de la conférence mondiale de décembre 2020. Et je vais juste commencer par cette publication très, très récente, puisqu'elle est sortie en janvier 2022. Alors, il y en a eu d'autres de publications sur l'effet du confinement. Vous le savez comme moi, il n'y avait pas d'evidence-based sur l'effet, alors le confinement généralisé, mais aussi la fermeture des écoles. Enfin, voilà, toutes ces stratégies-là qui ont été mises en place pour limiter la mortalité de la Covid, là, cette énième méta-analyse qui montre qu'en réalité, il n'y a pas eu ou très peu d'effets sur la Covid 2019. On est entre 0,2 et 2,9% d'effets
de baisse de la mortalité liée à différentes stratégies de confinement. Et ils ont analysé les confinements les plus stricts à des confinements plus, on va dire, plus proportionnés. Cette méta-analyse, elle a rassemblé 18 590 études. Seules 34 études ont été finalement retenues comme étant d'extrême qualité. 34 études, première analyse, 24 dans la méta-analyse, avec cette conclusion-là. En revanche, ce que montre aussi ce rapport-là, c'est que, donc évidemment, il conclut qu'il ne faut absolument pas utiliser ces stratégies-là comme un instrument de politique de santé publique. Et ils mettent en évidence que ça a un énorme coût économique avec ce que je vous ai évoqué juste avant de l'impact de la précarité sur la santé de manière générale et les inégalités, évidemment. En revanche, la littérature, elle est par contre très, très, très ferme sur les conséquences en fait, de cette stratégie-là. Et ça a été l'objet de l'introduction même de la conférence mondiale, un impact majeur, voire même un déplacement de fardeau sur les questions d'équité, puisqu'il y a une explosion des inégalités, sur les questions de sécurité, puisqu'une augmentation des abus intrafamiliaux et surtout associée avec la diminution des réponses de protection des victimes. Je vous invite à lire le rapport qui a été fait par le syndicat national des médecins de PMI sur la gestion de la protection de l'enfance pendant la crise. C'est juste en avoir des frissons, en fait, la manière dont les choses ont été gérées. Sur la santé mentale, j'y reviens pas, vous connaissez comme moi les chiffres de troubles anxieux et d'augmentation de dépression et de saturation même de certains services de psychiatrie. Sur la santé physique, avec la réduction des chances de survie pour de nombreux porteurs de maladies chroniques dans près de 96 pays dans le monde. Sur la cohésion sociale, avec une perte de la confiance et puis une espèce de déshérence comme ça de la population. Et puis sur les enfants et les besoins fondamentaux, là, le constat est édifiant à l'échelle mondiale, une rupture de soins et de prévention pour près de 80 millions d'enfants non vaccinés sur des vaccins de la première année ou des 2 premières années. Une absence de protection, un basculement dans la pauvreté pour 140 millions d'enfants, dans l'extrême pauvreté, c'est l'extrême pauvreté pour 140 millions d'enfants. 44 millions d'enfants ont eu très faim, en fait, pendant l'année 2020. C'est écrit comme ça sur la publication. Un apprentissage retardé et inégalitaire, puisque 465 millions d'enfants n'ont pas eu accès, évidemment, à des enseignements à distance. Pour ceux qui ont eu accès aux enseignements à distance, on sait les inégalités que cela a engendré. 50 millions d'enfants ont basculé dans la dépression, on ne parle pas de troubles anxieux, et 75 millions ont basculé dans des troubles anxieux. Donc, on imagine bien, quand on dit que c'est les premières années de la vie qui conditionnent tout le reste, pour partie, en tout cas, on voit bien le déplacement de fardeau auquel on assiste. Pourquoi on a ça? C'est d'ailleurs très bien repris dans le rapport là, de l'Institut d'économie de Skien. Des stratégies pilotées par un indicateur essentiellement de saturation hospitalière. Je vais y revenir pourquoi c'est gênant. Une approche monodéterminante, tout sauf Covid, quand bien même la vulnérabilité et la gravité étaient inégalement réparties et les mesures radicales. Une absence de culture d'études d'impact, et c'est surtout ça le problème, c'est qu'on aurait pu imaginer une proportionnalité des mesures en fonction de la vulnérabilité et en fonction de l'impact négatif qu'elles peuvent avoir sur ces déterminants. Parce qu'en fait, la clé, c'est l'interdépendance des déterminants. Qu'est-ce que ça nous raconte, ça, de la politique de santé publique 35 ans après Ottawa? Ça nous raconte que quelle que soit la focale prise, un facteur de risque, une population, un domaine d'intervention ou encore une circonstance, le constat est le même. On a une définition de la santé qui est en référence à la maladie, plus qu'au bien-être ou au fonctionnement du système de santé, comme les indicateurs autour de la saturation hospitalière. Des leviers qui sont réduits au système de soins ou à l'information sanitaire, on va dire, ou l'éducation sanitaire. Des stratégies qui sont centrées essentiellement sur les comportements, ce que j'appelle les stratégies de rattrapage, voilà, et des politiques qui peuvent être incohérentes les unes avec les autres et qui, évidemment, annulent les effets sur la santé des populations. Alors, on assiste à cette prise de conscience-là, en fait, parce que ce que je vous raconte là avec des exemples français, en réalité, tous les pays sont en train de faire le même constat. On se rend compte qu'en fait, derrière la notion de bien-être, il y a 3 notions de bien-être. La première, c'est évidemment le bien-être individuel, c'est-à-dire le degré de satisfaction d'une personne par rapport à sa vie et surtout le sens qu'elle donne à sa vie. Le deuxième, c'est le bien-être social ou communautaire. C'est la qualité des relations entre les personnes, mais aussi entre les personnes et les systèmes sociaux, c'est-à-dire les institutions et les communautés.
c'est l'engagement physique et la qualité aussi des interactions dans l'environnement local. Et puis, il y a le bien-être sociétal. C'est le bien-être de la société dans son ensemble et c'est surtout la manière dont l'ensemble des institutions, l'ensemble des parties prenantes de la société, notamment les secteurs non sanitaires, intègrent cette question de santé. Et je vous renvoie au traité d'Helsinki sur la santé dans toutes les politiques qui aujourd'hui, très clairement, n'est pas appliquée à l'échelle nationale, en tout cas pas appliquée de manière systématique. Et l'ensemble de ces bien-être, en fait, sont imbriqués les uns dans les autres et doivent fonctionner ensemble. S'il n'y a pas de bien-être sociétal, il ne peut pas y avoir de bien-être social ou communautaire, il ne peut pas y avoir de bien-être individuel ou subjectif. Ou alors, on va être sur ces stratégies de rattrapage qui, en réalité, ne fonctionnent pas, ne fonctionnent que sur une petite partie de la population et ne peuvent pas fonctionner sur le long terme. Alors, cette prise de conscience, elle est sur plusieurs domaines. Déjà, que la santé publique doit passer d'un domaine médical ou médicalisé à un domaine politique. C'est politique, la santé publique. Pourquoi? Et c'est rappelé dans le cadre de la charte de Genève, suite à la conférence mondiale, le bien-être est un choix politique. C'est le résultat des politiques, des institutions, des économies et des écosystèmes dans lesquels les gens vivent. Et je vous renvoie vers cette très belle illustration qui montre que justement, la santé, elle s'enracine essentiellement sous le niveau de la mer. Voilà, nous, on n'agit que sur la partie émergée de l'iceberg et c'est très insuffisant. Deuxième élément, c'est qu'il faut passer d'une approche facteur de risque, on a encore beaucoup en France, il n'y a qu'à voir la manière dont les plans sont rédigés, d'une approche facteur de risque à une approche déterminant, y compris déterminants structuraux de la santé, c'est-à-dire en dehors du système de soins. La santé publique doit façonner l'ensemble des déterminants de la santé de manière contraignante pour qu'il favorise la santé plutôt qu'un effet délétère sur la santé. Il faut donc une cohérence sectorielle. D'accord ? Et donc, le bien-être doit servir de boussole, c'est écrit comme ça dans le cadre de la Charte de Genève, de boussole aux politiques publiques, y compris celles qui prévalent aux décisions budgétaires et réglementaires, je vous renvoie vers les déterminants commerciaux, et doit favoriser des politiques multisectorielles, voilà, impliquant l'ensemble des parties prenantes de la société et pas seulement les professionnels de la santé ou les professionnels du médico-social. Et puis enfin, l'intégration du paradigme One Health. Vous avez vu l'impact de la nature, l'impact de l'environnement sur la santé à travers les enjeux du développement durable, avec des systèmes de production et de consommation qui fonctionnent selon les principes d'un développement durable, transition urbaine durable, le respect et la préservation des écosystèmes naturels, et puis évidemment une réglementation sur les déterminants commerciaux de la santé, s'ils ont notamment un impact majeur sur les plus démunis. Voilà en gros ce que revêt cette charte de Genève. Maintenant, il ne tient qu'à nous, en fait, professionnels de santé publique ou futurs professionnels de santé publique, pour ceux qui sont encore en formation, de porter en fait ces principes-là dans l'ensemble des arènes où l'on peut intervenir, que l'on soit chercheur, futur décideur ou décideur, ou encore acteurs de santé publique. L'objectif là était vraiment de vous faire la démonstration de ce qu'on entend par ces déterminants structuraux. Et je vais maintenant laisser la parole. Alors, je vais les laisser choisir. On n'a pas décidé qui parlait en premier. Mais à Laurent Elgozi et Stéphanie Van Den Toren, à qui j'ai demandé de participer à ce séminaire-là pour venir illustrer chacun dans son approche, et ils vont peut-être se présenter un petit peu avant de commencer, venir illustrer ces principes-là à travers leurs différents travaux ou leur expérience. Laurent ? Ton micro, Laurent. Ah. Oui, si tu veux bien, Stéphanie, je commence, puisque après ça, toi, tu vas focaliser sur un des sujets que je vais survoler. Et donc, il me semble que c'est ce qu'on avait plutôt évoqué. Donc, bonjour à tous. Merci à Linda de m'avoir invité à partager ces réflexions, à discuter avec vous à partir d'une triple expérience. Voilà, c'est lié à l'âge. Chirurgien hospitalier à l'hôpital Max Forestier du CAF, le centre hospitalier de soins et d'hébergement de Nanterre, qui n'est pas un lieu totalement anonyme, totalement indifférent. Élu de Nanterre de 89 à 2020, chargé de la santé, la lutte contre la toxicomanie, le handicap, la prévention et finalement l'enseignement supérieur. Tout ça, ça fait beaucoup de points d'approche des questions principalement de santé malgré tout. Et puis de responsable d'associations locales, départementales ou nationales engagées globalement
pour l'accès de tous à la citoyenneté, à l'autonomie et à la santé. Peut-être que tout ça, c'est à peu près la même chose. Ce que nous a rappelé Linda, que je partage évidemment complètement, est essentiel si l'on veut refonder une politique de santé. Et tu l'as dit, c'est une question politique. Politique de santé publique qui soit à la fois efficace, avec la conviction qu'elle ne peut se limiter ni même reposer sur le soin ni sur les professionnels du soin. La conviction de la plupart des maladies est évitable, que leur apparition témoigne le plus souvent soit de l'absence, soit de l'échec de la prévention, de la promotion de la santé, de l'action sur les déterminants, de l'action globale, concertée, transversale sur les déterminants. Politique de santé juste, mettant la réduction des inégalités de santé au premier plan, parce que c'est un engagement, tu parlais de contrat social, mais ça me paraît évident, une politique de santé enfin démocratique fondée sur les besoins d'une population écoutée, politique présentée et votée par le Parlement. Voilà comment ça devrait être une politique, véritablement une politique. Juste une remarque, l'affaire d'Ottawa à 35 ans, le fameux diagramme de Margaret Whitehead et Dahlgren date de 91. L'essentiel des publications que tu as présentées date d'après 2010, ce qui, de mon point de vue, montre à quel point il a fallu du temps pour que ces questions, encore une fois, mises en évidence, ces connaissances mises en évidence il y a 30 ou 35 ans, arrivent au niveau des décideurs. Quelques réminiscences pour vous montrer le temps qu'il faut. Moi, quand j'étais étudiant, alors il y a très longtemps, on m'a appris que les maladies étaient dues à des microbes, des virus, des bactéries, et ou à des mauvais comportements, et que tout cela pouvait se soigner essentiellement avec des médicaments. Voilà, et tout ça, c'était pareil pour tout le monde. Et puis, quand j'ai commencé à soigner des patients, jeunes internes en 71, très longtemps, j'ai appris que c'était beaucoup plus compliqué, que le cadre de vie, le contexte social, les ressources, le niveau éducatif, le logement, la couleur de peau, voire le genre, conditionnaient largement à la fois l'apparition, la gravité des pathologies, donc toujours dans les pathologies, et la capacité de guérison. C'est-à-dire que tout le monde, qu'il y avait une multitude de facteurs qui faisaient que le même traitement n'était pas le même, n'était pas identique pour tout le monde. Et puis, quand en 89, j'ai été élu maire adjoint chargé de la santé, alors là, j'ai compris que toutes les politiques conduites par la ville, toutes nos décisions, travaillées par les maires adjoints, mises en service par les services, votées, toutes ces décisions qu'on prend quotidiennement dans une mairie pouvaient avoir des conséquences positives ou néfastes sur la santé des Nantériens et que ces décisions étaient éventuellement contradictoires car rarement ou jamais même réfléchies ensemble de manière concertée. Que ces décisions pouvaient ou pas réduire les inégalités de santé en étant favorables à tous ou principalement pour les plus fragiles ou principalement pour les plus favorisés. C'est une décision qu'on prend quelquefois, elle ne concerne finalement que les habitants des quartiers les plus favorisés et que tous les quartiers n'avaient pas les mêmes ressources. Et j'ai constaté aussi que malgré le lancement dans les années 80, au début des années 90 du réseau des villes santé OMS, finalement très peu de villes avaient des élus chargés de leur santé et encore moins de villes avaient des politiques instituées de santé, de politique globale, cohérente, et en même temps, c'est évidemment pas une compétence réglementaire obligatoire. Et pourtant, les habitants, citoyens, ont des idées sur ce qui est bon pour leur santé, sur le bien-être, sur celui de leurs enfants, des idées dont on peut s'enrichir, dont on peut tenir compte, considérer les habitants comme citoyens, acteurs de leur ville, de leur santé, la participation, la démocratie en santé, c'est-à-dire la capacité à être entendu, à peser sur ses décisions, à peser sur ce qui fait sa propre vie, ces facteurs d'estime de soi, de valorisation individuelle et collective. Et c'est aussi un déterminant majeur de la santé. Linda l'a évoqué, à mon avis, de manière insuffisante. C'est fondamental, pouvoir décider ou contribuer aux décisions qui vous concernent quotidiennement et qui pèsent sur votre santé, celle de vos enfants, aujourd'hui et demain. C'est fondamental. Et puis, quand j'ai regardé au-delà, participer aux instances régionales, GRSP, ARS, CRSA, voire aux instances nationales, CNS, j'ai découvert que le ministre de la Santé n'est principalement que le ministre du Soin, voire le ministre des Médecins.
qu'il ne pèse quasiment rien face à ses éminents collègues des finances, de l'industrie, de l'agriculture, des transports, du logement, de l'urbanisme, de l'enseignement, dont pourtant chaque décision aura un impact réel, mais très rarement, voire jamais évalué, sur la santé de la population. Et c'est donc bien la question de la santé dans toutes les politiques qui n'est pas encore arrivée au niveau de l'oreille, du cerveau de nos gouvernants et qui fait qu'on ne peut pas faire de politique de santé actuellement. D'autant plus qu'il n'y a aucun débat national sur les priorités de santé, sur la politique à conduire, sur les moyens à y consacrer. Alors tout à l'heure, Linda nous a parfaitement démontré pourtant combien la santé dépend de déterminants multiples, articulés entre eux, et déterminants construits par des politiques spécifiques non coordonnées au niveau national. Il n'y a pas de fatalité, ce n'est pas la nature qui fait que, non, c'est le résultat de décisions, le fruit de décisions politiques, et la majorité de ces déterminants se fabriquent également au niveau local. Des décisions au niveau national non coordonnées, chaque ministère fait à peu près ce qu'il entend sans se soucier de la question de la santé et du bien-être, ou assez peu. Et puis, c'est au niveau local que ça se fabrique par l'action des élus locaux, là où vivent les gens au mieux, si possible, avec eux. La pandémie, dont nous espérons tous sortir bientôt, a montré à l'évidence combien les décisions du président ou du gouvernement, les déclarations du ministre, les avis du conseil scientifique restaient pour la plupart lettres mortes ou incantations si les collectivités locales ne s'engageaient pas pour les mettre en œuvre, pour aller vers les populations fragiles ou isolées, pour distribuer masques et solutions, mais aussi un minimum de ressources. Pas combien, 44 millions d'enfants ont eu faim. Certaines populations dont nous nous occupons, l'essentiel du travail qui a été fait, par exemple, pour les gens du voyage, c'était d'apporter des tonnes de pommes de terre. Qui l'a fait, les associations, avec le soutien des collectivités locales, mais aussi d'apporter du lien social, d'organiser les vaccinations, coordonner l'action des associations et des professionnels, mais encore informer, relayer, expliquer où ça se fait. Ben, ça se fait en proximité, là où sont les gens, là où on les rencontre, là où on peut travailler avec eux. Ce rôle des collectivités locales, reconnu bien tardivement comme indispensable par le gouvernement, devrait demain se traduire par des modifications législatives. Et la Covid, tu l'as dit, a également rendu évidente aux yeux de tous les inégalités sociales et territoriales de santé par la mortalité différentielle liée aux conditions de vie, au niveau socio-économique, aux quartiers, aux métiers, à l'âge, inégalités qui, là encore, ne sont pas un fait naturel, mais le fruit de décisions politiques, économiques, urbanistiques, éducatives, cumulées au fil des ans et des mandats, inégalités qui sont autant d'injustices qui soulèvent indignation et requièrent correction. Alors, quand on est élu local, maintenant que l'on sait que la santé dépend de nombreux déterminants, dont une bonne part est fabriquée au niveau local, qu'est-ce qu'on peut faire? D'abord, mieux connaître, partir d'un constat partagé, et c'est dès 1998 qu'on a réalisé le premier diagnostic local de santé à Nanterre, intégrant la parole, les représentations, les attentes, voire les souffrances des habitants, des professionnels, des associations, mais aussi les ressources locales à mobiliser et à valoriser. Ces diagnostics, premier temps des ateliers centre-ville de la politique de la ville, partageaient des besoins, des manques, mais aussi des ressources professionnelles, mais aussi des ressources communautaires, associatives, citoyennes. Qu'est-ce qui fait qu'on est soutenu dans son quartier? Nécessite un accès facilité aux données sanitaires, sociales et démographiques à un niveau géographique très fin, tant les diversités sont grandes au sein même d'un quartier. Et ça exige la mobilisation de compétences multiples, sociologiques, épidémiologiques, géographiques, économiques, voire historiques, que l'on devrait pouvoir trouver dans les universités et les instituts de recherche. S'appuyer sur la recherche publique à mettre au service de la décision publique, mais aussi de son évaluation. Voilà, me semble-t-il, un levier extrêmement efficace. Et avec l'ISPED, avec Santé publique France, on doit pouvoir y contribuer. Merci de le faire. À partir de ces diagnostics, définir des priorités ensemble, les mettre en œuvre et rendre compte. Sans surprise, on s'aperçoit que la majorité des diagnostics locaux, en particulier lorsqu'on écoute les habitants, montrent que la santé et ses altérations sont perçues par les habitants comme liées à la manière dont ils vivent. Caractéristiques du cadre de vie, plus ou moins vert, plus ou moins facile, environnement physique et social,
transport, stress lié à la toxicomanie, au trafic, aux insécurités, qualité de l'air extérieur, bruit et manque de transport public après 20 heures, chômage, pauvreté, manque de commerce, de services publics, d'équipements de sport, de loisirs. Voilà ce que les habitants disent quand on leur dit c'est quoi les problèmes de santé pour vous. Ils ne nous parlent pas de la raréfaction de l'offre médicale, ils nous parlent de la manière dont ils vivent et tout ce qu'ils disent, ce sont effectivement les déterminants de la santé. En tenir compte, c'est permettre que les actions proposées fassent sens aux yeux des habitants et donc qu'ils puissent s'en saisir, y adhérer, y participer. À partir de là, agir de manière concertée, évaluée, transversale, pas si évident, mais c'est par les services municipaux, mais aussi en convoquant les acteurs institutionnels, professionnels, associatifs et citoyens en capacité d'agir. Et puis, ça ne suffit pas de faire, il faut aussi faire savoir, partager, échanger, se faire le promoteur des actions pertinentes, mobiliser les autres élus et les pouvoirs publics, montrer ce qui est possible et comment faire. Il y a une multitude d'exemples, d'actions, de politiques, plus ou moins articulées entre elles, dont on sait qu'elles sont favorables. Le faire savoir, travailler là-dessus, en particulier avec les autres élus dans le cadre des journées nationales de santé, d'études organisées par élus santé publique et territoire, c'est évidemment une obligation. Alors, quelques exemples extrêmement rapides, en reprenant les champs qu'a évoqués Linda, concernant l'enfance et les adversités durant l'enfance. Comment il s'appelle, Micton de l'OMS Genève avait présenté une journée d'élus santé publique et territoire en 2013, donc il y a presque 10 ans, un travail sur les adversités durant l'enfance et leurs conséquences majeures, dévastatrices sur la santé mentale des enfants quand ils sont enfants, mais aussi tout au long de leur vie, avec des multiplications par 2, 3 ou 4 de l'occurrence de la dépression, des hallucinations, etc., liées aux adversités durant l'enfance. Évidemment, une politique locale, et c'est au niveau local que ça va se fabriquer, doit essayer d'agir non pas sur les facteurs individuels, mais faciliter l'accès à un logement sain, un environnement favorable et sécure, à la prévention sanitaire, PMI, bucco-dentaire, pédopsychiatrie, aux activités sportives, culturelles, aux activités de loisirs, aux activités périscolaires, aux vacances. Elle doit contribuer, si besoin, à la protection de l'enfance lorsque c'est nécessaire, plus qu'à celle de la grenouille des marais, on revient là-dessus. La construction du quartier avec des espaces verts, avec des terrains d'activité, des jeux, facilitant la vie sociale, le soutien aux associations de quartier, l'absence de discrimination, tout cela, c'est le fruit ou pas de l'action de la municipalité, des élus, des services. Et donc, tout ça, à l'évidence, ça va permettre aux enfants de grandir de manière plus saine, d'avoir un développement plus équilibré et donc d'aller mieux tout au long de leur vie et donc d'éviter une multitude de pathologies, y compris cancer, hypertension artérielle, maladies chroniques, etc. Juste un exemple, on a mis en place des ateliers thérapeutiques pour essayer d'agir le plus tôt possible auprès des enfants en difficulté scolaire ou en difficulté psychique, mais pas en le faisant prendre en charge par la psychiatrie, mais en le faisant prendre en charge par l'école, sur le temps scolaire, à proximité de l'école, avec évidemment l'accord des enfants, de manière à agir le plus tôt possible sur ce qui fait difficulté et qui se traduit bien souvent par des difficultés d'apprentissage. Deuxième sujet, évidemment, qui va avec, l'alimentation scolaire, qui est un secteur clé de l'amélioration de la santé présente et future des enfants. Ça passe par la qualité de ce qui est proposé. Il y a de plus en plus de programmes bio avec des villes qui arrivent à avoir une alimentation scolaire à 90% bio, c'est possible, mais aussi ateliers du goût, éducation alimentaire, critique des publicités. Tu as évoqué le terrorisme commercial, en particulier dans l'alimentation, mais aussi élimination des plastiques remplis de perturbateurs endocriniens, dont on connaît très bien aujourd'hui tous les effets néfastes à long terme. Et j'évoque le remplacement des barquettes en plastique par des plateaux en inox, ou mieux encore, mais c'est à Limoges bien sûr, par des plateaux en porcelaine, résultat des campagnes Villes et territoires sans perturbateurs endocriniens portées par le réseau Environnement Santé. C'est aussi l'action sur l'offre alimentaire en ville,
comment limiter la présence des fast-foods, comment faciliter l'installation de commerces alimentaires de qualité plutôt que les grandes surfaces avec aussi toutes les conséquences sur les déplacements. Cette action pour une alimentation plus saine doit être également accessible à tous, si elle n'est pas le plus simple, d'où l'intérêt de soutenir la création d'épiceries solidaires avec des produits principalement bio, accessibles et de proximité. On voit bien que la convergence des exigences de santé publique et de développement durable trouve ici une concrétisation particulièrement évidente, illustre l'exigence de la transversalité de diverses politiques, et c'est encore plus manifeste dans la lutte contre l'obésité, qui va mobiliser des élus et des services de la santé, de la restauration scolaire, du service des sports, de l'urbanisme, pour proposer, outre une alimentation plus saine, des activités physiques adaptées à des tarifs accessibles à tous, l'aménagement urbain avec des parcours d'exercice, des espaces d'activité, etc. Pour ce qui est des liens entre santé et environnement, la preuve n'est plus à faire. Ce concept de santé environnementale commence à être entendu par tous. Pour autant, la lutte contre les multiples facteurs environnementaux défavorables à la santé est complexe. Et on voit bien que les plans municipaux dans lesquels elle s'inscrit sont nombreux. Les multitudes de schémas que les élus, les services municipaux doivent mettre en place est très considérable. Et y introduire systématiquement une préoccupation santé, on voit bien que ça va mobiliser en transversalité et permettre de mettre de la santé dans toutes les politiques. Alors on peut les citer, hein, le plan climat, énergie, air territorial, PCAET, le plan d'aménagement et de développement durable, évidemment, la qualité de l'air intérieur et extérieur, la lutte contre le bruit, la qualité de l'eau, la qualité des constructions, avec des normes de plus en plus exigeantes qui néanmoins doivent rester accessibles à tous. Et c'est donc dans toutes ces programmations obligatoires pour la ville qu'il faut introduire une exigence d'évaluation d'impact en santé. Voilà. De même, y compris dans le cahier des charges des achats, où on peut lutter contre, par exemple, les multiples perturbateurs endocriniens. Enfin, sur les questions de santé mentale, les questions de stress qui préoccupent légitimement les élus locaux, puisque c'est aussi source de troubles à l'ordre public, lesquels sont aussi facteurs de stress. Et donc, on voit bien qu'il y a une boucle péjorative si on ne s'en occupe pas, conduit à une multiplication de conseils locaux en santé mentale, présidés par le maire, dont les objectifs sont la prévention, la lutte contre la stigmatisation, et je reviens à une phrase qui, moi, m'a frappé d'Émile Durkheim dans Le Suicide, il y a plus d'un siècle, donc les mots ne seront pas les mêmes. L'idée, c'est la construction d'une société cohérente et vivace dans laquelle il y a de tous à chacun et de chacun à tous un échange continuel d'idées et de sentiments, et comme une mutuelle assistance morale qui aide l'individu, qui fait que l'individu, au lieu d'être réduit à ses seules forces, participe de l'énergie collective et vient conforter la sienne quand il est à bout. Aujourd'hui, on parle de cohésion sociale, on parle de lien social, mais c'est exactement ça, comment faire en sorte que la société soit soutenante et donc limite le stress. Voilà, c'est la lutte contre la pauvreté, contre l'exclusion, contre la relégation, la participation facilitée à la vie sociale, le soutien aux groupes d'entraide mutuelle, elles qui sont autant de facteurs de prévention. Voilà donc très rapidement et de manière un peu brouillonne, une multitude d'actions que l'on peut mettre en place en essayant de les mettre en place dans le cadre d'une politique de santé. Non pas une politique centrée sur le soin, mais bien ni sur la maladie, mais une politique de santé active sur tous les déterminants. Et donc, ça exige une action convergente, multipliant les évaluations des impacts en santé, portée au niveau national par tous les ministères et animée par un ministre de la Santé dont on espérerait qu'il soit beaucoup plus puissant. Dont la mise en œuvre demande aussi une profonde décentralisation de la politique de santé publique, puisque c'est au niveau local que ça se fabrique, en élargissant la responsabilité populationnelle des élus locaux aux questions de santé publique. Les leviers sont nombreux, très nombreux au niveau local, avec l'appui de la population, avec la mobilisation de la population. Ils doivent être utilisés de manière volontariste par un travail le plus transversal, intersectoriel, institutionnel possible, aboutissant à un plan local de santé publique, local, et de santé publique, pas simplement se préoccuper de l'offre de soins,
plan local inscrit dans le contrat local de santé signé avec l'ARS. Cet enjeu est raté, a été raté dans la loi Nouvelle Organisation territoriale de la République. Il va être raté dans la loi Différenciation, Décentralisation, Déconcentration, Simplification, dite 3DS, en partie seulement, mais en partie du fait du quasi-monopole des professionnels du soin et des économistes sur la santé publique. D'où l'importance fondamentale d'associer à la réflexion et aux décisions l'ensemble des disciplines des sciences sociales et de s'appuyer sur les intuitions de la population, même si elles ne sont pas scientifiquement argumentées. Voilà, enjeu essentiel dont il ne faut pas désespérer de convaincre les candidats aux prochaines élections qui s'annoncent. Merci de votre attention. Merci Laurent. Stéphanie, c'est à toi. Donc, bonjour à tous. Moi, je suis médecin épidémiologiste. J'allais dire nul n'est parfait après ce qu'on vient d'entendre, à Santé publique France. Et je coordonne un programme sur les inégalités sociales de santé. Et je suis également chercheur affilié à l'équipe phare, donc à Bordeaux Population Health. Donc, je vais illustrer mon propos aujourd'hui. Vraiment, je ne sais pas si vous voyez mon écran. Oui. OK. J'ai décidé de prendre juste une focale sur le logement après ce qu'on vient d'entendre, puisque tout vous a été expliqué un petit peu sur toute la cohérence de tout ce qu'il y a autour des déterminants structuraux de la santé, et voir un petit peu comment une agence comme Santé publique France peut s'emparer un peu pour rendre visible un peu ces déterminants structuraux de la santé, ce qui n'est pas simple, et essayer de voir un petit peu pourquoi ils sont aussi invisibles des fois aujourd'hui. Juste un petit rappel d'abord sur ce que sont les déterminants structuraux de la santé, puisque on parle de ça depuis tout à l'heure. Donc, le modèle de l'OMS montre bien cela. Donc, il y a des déterminants structurels qui sont vraiment le contexte politique et socio-économique, c'est-à-dire la gouvernance, la politique macroéconomique, sociale et la politique de santé, mais également la culture, les normes et les valeurs sociétales, et comment tout ça influe en fait la position sociale d'un individu. On a parlé un petit peu en filigrane aussi le genre, l'origine de la personne, son orientation sexuelle, sa catégorie sociale vont définir une position, et l'éducation, l'emploi, l'alimentation, le logement, les revenus, les ressources vont influencer toutes des conditions ensuite matérielles, donc ce qu'on appelle les déterminants intermédiaires, les comportements et les facteurs psychosociaux. Et tout ça va influencer donc sur la distribution qui va être différenciée de la santé et du bien-être. Et on voit dans ce schéma que le système de soins n'est qu'une petite partie tout au bout de la chaîne, et c'est pourtant là-dessus que se focalisent toutes les politiques. La cohésion et le soutien social est très importante, on l'a évoqué, puisque c'est ce qui fait aussi le lien entre les déterminants structuraux et les déterminants intermédiaires de la santé. Juste pour souligner également que ces déterminants-là se font dès le toute petite enfance, voire même in utero, et que ça a des effets donc, tout au long de la vie de l'individu, mais également des effets transgénérationnels. Donc c'est vraiment une approche vie entière. Et l'OMS souligne également, bien sûr, l'environnement, puisqu'on en a parlé, c'est le One Health, tout ça se fait dans un environnement global. Donc, je voudrais insister un peu pour repositionner un petit peu que sont les déterminants structuraux de la santé et vous montrer que mon propos aujourd'hui va s'attacher juste au petit, là, le logement, mais pour vous montrer comment il intervient donc sur tous les facteurs et déterminants intermédiaires de santé sur lesquels on agit le plus. On a parlé tout à l'heure, voilà, on est plus sur des comportements, on va dire par exemple aérer votre logement, ça c'est une façon de dire les choses, et on va voir en quoi voilà, on ne résout rien quand on agit comme ça, même si c'est important, et de montrer d'un autre côté, en fin de propos, comment il faudrait au contraire agir sur la cause des causes, c'est-à-dire se tourner vers la gauche de ce schéma et aller de plus en plus vers le contexte politique et socio-économique où là, effectivement, on peut vraiment agir. Alors, le programme qui est, que je coordonne donc, avec Jal Pacha et puis Anne Laporte, qui est la direction des régions, et je souligne, parce que c'est important d'avoir les régions, ça a été évoqué ici, est un programme autour des inégalités sociales et territoriales de santé qui se veut de bien mettre en musique en fait une meilleure compréhension des inégalités sociales et différenciées, donc dont le logement fait partie
et on va le voir. Donc ça, c'est un mécanisme avec beaucoup de liens avec la recherche, puisqu'on est sur des mécanismes et de comprendre les mécanismes qui agissent pour pouvoir renforcer la surveillance de ces déterminants sociaux. Donc là, par exemple, comment on va surveiller le logement, par exemple, au niveau territorial et national, dans les systèmes et les dispositifs de surveillance des maladies qu'on a à Santé publique France, et comment tout ça va pouvoir nourrir la promotion d'actions qui soient fondées sur des données probantes afin de réduire ces inégalités en ce qui concerne, par exemple ici, l'accès au logement. Et donc, on a des objectifs. Ces objectifs stratégiques se définissent en objectifs opérationnels, dont toute une première partie est déjà les indicateurs, parce qu'il faut pouvoir développer et harmoniser des indicateurs pour surveiller un petit peu tout ça, pouvoir standardiser ces mesures de suivi et d'évaluation dans le temps et avoir des outils simples et actionnables par les acteurs locaux, et que tout ça puisse aider à construire des plaidoyers de connaissances avec les parties prenantes, pouvoir mobiliser des connaissances de manière actionnable et évaluable, et puis faciliter des interactions transdisciplinaires. On l'a dit, que ce ne soit pas uniquement une discipline, mais qu'on puisse, par exemple, pour ce qui est le logement, croiser avec des urbanistes, avec des architectes, avec des politiques du logement, avec tous ces métiers qui aujourd'hui, effectivement, ce n'est pas encore suffisamment fait, et aussi entre tous les niveaux, et notamment les différents niveaux administratifs. Et tout ça doit servir à nourrir un plaidoyer, donc pour pouvoir développer la capacité à travailler avec des parties prenantes, dont font partie les citoyens. Donc, dans parties prenantes, il y a bien sûr les acteurs de premier plan qui sont les citoyens. Améliorer la diffusion de ces actions à un niveau régional et local, puisque comme l'a souligné Laurent, c'est vraiment à cet échelon-là que ça se passe. Ce qui veut dire, si on remonte, que les indicateurs soient disponibles à un niveau territorial fin, et puis pouvoir promouvoir des recommandations qui soient evidence-based, c'est-à-dire basées sur des données probantes. Donc, c'est un programme qui est assez ambitieux et qui va se faire sur une temporalité. On va commencer pas à pas. Donc, je vais vous montrer un petit peu où on en est et commencer un petit peu mon propos. Alors, pourquoi je me suis intéressée au logement ? Parce que le logement, c'est un déterminant majeur de santé. C'est un besoin humain qui est inscrit dans les droits de l'homme. Ce n'est pas seulement un abri, ça comprend la sécurité d'occupation, l'existence de services, de matériel, d'installations et d'infrastructures, le fait de pouvoir payer, de pouvoir habiter, que ce soit accessible et avec un respect du milieu culturel des habitants. L'accès et le maintien dans un logement de qualité, c'est une condition de base pour mener une vie saine. Et donc, agir sur le logement, c'est un levier d'amélioration de l'état de santé total, c'est-à-dire, juste s'il fallait le rappeler, physique, mental, mais aussi un bien-être sociétal, voire social. Et le logement, ce n'est pas nouveau, c'est un succès, il n'y a pas beaucoup de succès en santé publique. On peut parler de la vaccination, mais aussi parler des conditions d'hygiène, et ça fait partie d'un des grands succès historiques de la santé publique. Donc, toutes les actions qui ont été ciblées sur le logement, ça reste un facteur majeur de l'accroissement de l'espérance de vie en Europe. Donc, ce n'est pas anecdotique, c'est un levier majeur. Juste pour rappeler aussi qu'aujourd'hui, le mal-logement tue. On en est à 130 000 morts par an qui sont dues à des conditions de logement inadéquates en Europe. Donc, on va se focaliser un petit peu sur ce déterminant structurel de la santé qui est le logement. Il y a un numéro spécial de la santé en action qui a été entièrement dédié à ça. Donc, je vous ai remis le lien en bas. Donc, je vais orienter mon propos d'abord pour replacer la problématique, montrer un petit peu quels sont les indicateurs qu'on peut mettre en avant pour essayer de rendre visible cette problématique autour de 3 cas. On a pris un cas de la mortalité, puisque c'est un indicateur très robuste en santé publique, une maladie infectieuse, j'ai pris la tuberculose, et une maladie non infectieuse, qui est le saturnisme. Je vais finir aussi par vous montrer quelles actions on peut mener, notamment pour ceux qui n'ont pas de logement. Donc, on est dans de l'exclusion en fait, de ce déterminant structurel qui sont, par exemple, les personnes sans domicile ou des gens du voyage, et quelques actions qui ont dû être menées en urgence pendant la Covid, justement parce que c'est plus du rattrapage, je ne sais pas comment on l'appelle, on paradera sur ce qu'on peut faire. Et puis, terminer peut-être par quelques politiques publiques et des interventions qui ont fait leurs preuves en santé publique. Donc, pour vous montrer un peu comment cette roue tourne, donc d'avoir des indicateurs pour promouvoir des actions et des interventions publiques qui soient adéquates. Alors, le logement, c'est un facteur avec énormément
qui peut être à la fois un facteur protecteur, mais aussi des facteurs de risque. On sait par exemple qu'il y a dans un logement qu'il peut y avoir de l'humidité, des moisissures. Donc ça favorise un certain nombre de maladies respiratoires, mais aussi des nuisibles comme des punaises, des rongeurs. Il peut être également influencé par la température, que ce soit la température du chaud ou du froid. Toutes les deux impliquent des conséquences assez notables sur l'organisme jusqu'à la mortalité. Le surpeuplement, donc là, le surpeuplement et la sécurité également du bâti, des installations, et tout ce qu'il y a à l'intérieur du logement peut également engendrer de la pollution intérieure. Il y a également le bruit qui peut jouer sur le sommeil. Et on l'a évoqué, il y a aussi tout ce qui est autour du logement, c'est-à-dire le quartier, avec sa sécurité, la pollution extérieure, les nuisances, mais aussi l'isolement, le manque de services et les aménités environnementales dont on a parlé, c'est-à-dire la possibilité de pouvoir avoir un espace vert assez proche. Et tous ces facteurs ont de nombreuses conséquences, notamment sur les pathologies allergiques et respiratoires. Juste pour vous donner un ordre de grandeur, en France, il y a à peu près 20% de logements qui ont des moisissures actuellement. Les pathologies cardiovasculaires, on va donner un exemple avec la mortalité, que ce soit en période de froid ou en période de canicule. Ça peut également engendrer des cancers quand on a une exposition à l'amiante ou au radon sur des sols granitiques. Ça a d'énormes conséquences sur la santé mentale, en termes notamment d'anxiété et de dépression. Il y a également des conséquences sur les traumatismes. Juste aussi pour donner un ordre de grandeur, on ne parle pas de quelque chose d'anecdotique, puisque 50% des accidents de la vie courante ont lieu à domicile, à savoir que les enfants et les personnes âgées étant les plus frappés par le phénomène. Les intoxications, donc au monoxyde de carbone, ce qui représente à peu près 3000 cas par an, notamment par des chaudières, des accidents de chaudière ou encore une précarité énergétique avec des gens qui se chauffent avec des brasero. Et également des intoxications par le plomb, que ce soit notamment par les logements qui sont construits avant 1949. Et puis des nombreuses conséquences sur les pathologies infectieuses et respiratoires, notamment avec la suroccupation du logement. Je donnerai un exemple avec la tuberculose, mais je ne vais pas pouvoir m'empêcher de faire un lien avec la Covid. Donc sur les personnes qui sont exposées en fait, à la problématique, eh ben, on a des populations qui sont plus fragiles parce que plus exposées et puis moins en capacité d'y faire face. D'abord, il y a les personnes atteintes d'invalidité, ce qui correspond aujourd'hui à 1,2 million de personnes qui ont actuellement des difficultés d'accès au logement et sur les 22,5 millions qui déclarent une déficience. Et la majorité de ces personnes ont plus de 60 ans. Ça pose un problème assez majeur de l'adaptation du logement à l'avancée en âge quand on voit la pyramide à laquelle on est confronté aujourd'hui. Les enfants qui ont une vulnérabilité vraiment particulière, d'abord parce qu'ils ont des caractéristiques physiologiques propres et psychologiques. Notamment, ils sont de petite taille avec une immaturité physiologique, notamment des poumons et du rein, donc ils ne peuvent pas épurer en fait, les intoxications comme un adulte quand ils y sont confrontés. Et en raison aussi d'une coordination psychomotrice en développement. Par exemple, jusqu'à 2 ans, les enfants ont un comportement main-bouche très important qui font qu'ils vont ingérer énormément des substances présentes dans le logement. Je pense notamment au plomb, quand on a les peintures écaillées. Il y a également des populations qui vont être plus touchées parce qu'ils ont des inégalités territoriales. Donc, il peut s'agir des quartiers prioritaires de la ville quand on est en milieu urbain, mais aussi des problématiques d'habitat indigne diffus, notamment dans le milieu rural, et qui sont assez invisibles parce que difficiles à caractériser, et qui n'en demeurent pas moins un facteur d'exposition importante au mal logement. Et enfin, des inégalités sociales sur lesquelles je vais revenir au cours de mon propos, d'accès au logement, parce qu'ils frappent de façon très forte les jeunes générations. Il faut savoir qu'actuellement, les jeunes consacrent à peu près 3 fois plus de leur budget que leurs parents, c'est 16% de leur budget versus 5% de leurs parents 20 ans plus tôt, à acquérir une pièce supplémentaire. Les femmes qui souffrent beaucoup plus d'inégalités au logement, et notamment les familles monoparentales et les minorités, notamment en raison de l'origine du pays de naissance des personnes, ont une discrimination très forte aujourd'hui sur l'accès au logement, ce qui crée des inégalités sociales très fortes. Et j'arrive plus. Alors, on va prendre un premier exemple donc sur les indicateurs avec la mortalité et la précarité énergétique. Ce sont un exemple qui est plutôt tiré des travaux anglo-saxons, notamment des Britanniques, qui avaient montré que la surmortalité hivernale est très liée aux caractéristiques du logement.
c'est ce qu'on appelait dès les années 90 la fuel poverty. Et notamment, ils avaient montré qu'un excès de décès hivernal au Royaume-Uni, notamment par cause cardiovasculaire, était 3 fois plus important dans le quart des logements qui étaient les plus froids que dans le quart des logements les plus chauds. Ça, c'est des publications qui datent de 2007. La précarité énergétique, aujourd'hui, selon l'Observatoire de la précarité énergétique, montre que 10% des Français sont concernés. Et c'est surtout donc, des inégalités sociales fortes, puisque ce sont les familles monoparentales et les chômeurs qui sont les plus touchés par cette précarité énergétique. Donc une précarité énergétique qui peut aller jusqu'à l'extrême, une mortalité beaucoup plus forte en période hivernale. Mais c'est vrai aussi qu'en période de canicule. Juste pour reprendre un peu des publications qui datent maintenant de 2003, où on a eu la plus forte vague de chaleur, je ne sais pas si vous vous rappelez pour ceux qui étaient là. Il y a eu pas mal de travaux qui ont montré, donc là c'est la carte d'Île-de-France, qui montre un petit peu les îlots de chaleur que vous voyez dans des couleurs un peu plus rouges, et puis les décès qui ont été recensés. Et en fait, la mortalité est très liée à un indice de chaleur et un indice de végétalisation. Et ça, c'est vraiment pas rien, parce que l'indice de végétalisation qui avait été fait à l'époque avec le CSTB, a montré qu'en fait, habiter près d'un arbre ou habiter près d'un parc, ça baisse de 1 de la surmortalité pendant les épisodes de canicule. Et donc, cet indice était vraiment très important à considérer. Et au contraire, être dans des îlots de chaleur qui sont très liés notamment aux matériaux, notamment le zinc ou des matériaux qui conduisent la chaleur, mais également à l'endroit où on se situe dans le logement, notamment ceux qui sont au dernier étage avaient beaucoup plus souffert de mortalité que les autres. Et puis aussi aux conditions d'habitat, puisque les personnes seules, on parlait de l'isolement social et de la cohésion sociale tout à l'heure, et ça a eu un impact direct sur la mortalité, puisque ceux qui étaient le plus décédés étaient des personnes qui étaient le plus souvent en isolement social. Toutes ces données, en fait, ont servi à faire le plan canicule qu'on connaît maintenant aujourd'hui, et qui dit donc prenez des nouvelles des voisins. C'est aussi pour pallier un petit peu à cet isolement, et puis donc a permis donc de donner un certain nombre de recommandations pendant les épisodes de canicule. Mais juste à souligner que ce plan canicule, par exemple, a été élaboré pendant cette période de 2003, qui était donc un épisode en août, où les personnes âgées ont été le plus souvent touchées. Donc, c'est assez adapté aux personnes âgées. Mais juste pour souligner qu'avec le changement climatique, maintenant, les canicules ont lieu de plus en plus tôt, et donc souvent en juin, et donc touchent maintenant des populations qui n'avaient pas été étudiées jusqu'alors, que sont par exemple les enfants, qui, pendant les périodes scolaires en fin d'année, font pas mal d'événements sportifs ou autres, et qui peuvent être donc maintenant touchés. Donc, il nécessite une adaptation un petit peu de ces plans de nouvelles populations qui sont maintenant touchées par le changement climatique. Et donc, pour dire qu'à l'époque, on avait eu beaucoup de mal à trouver une fédération à Santé publique France d'architectes, ou en tout cas une fédération nationale de cette profession qui permettrait de prendre en compte les différents matériaux qui avaient été produits par le CSTB, et puis ces indices de végétalisation. Donc maintenant, il faudrait voir autant d'années après, qu'est-ce qui a vraiment été fait pour prendre en compte ces excès de chaleur dans les étés à venir, et comment tout ça a été transformé dans les nouveaux plans d'urbanisme. Outre cet exemple qui est vraiment assez frappant parce qu'il touche quand même la mortalité, je voulais vous parler d'un autre indicateur de logement qui peut être aussi intéressant à prendre en compte, qui est l'habitat indigne. Juste pour montrer un travail qui a été fait donc, dans la région Île-de-France sur le parc de logements potentiellement indignes et les risques de saturnisme, donc qui sont évidemment assez corrélés. Et on a regardé donc l'activité de dépistage. C'est assez intéressant le saturnisme parce que c'est vraiment il n'y en a pas beaucoup des pathologies qui sont très spécifiques au niveau environnemental, et le saturnisme en fait partie. Un peu comme le mésothéliome avec l'amiante. Et donc, on sait que c'est le plomb, on sait que c'est l'environnement. Et en fait, ce saturnisme, c'est un bon exemple parce qu'en santé publique, il a été vraiment abaissé, le niveau de plomb dans le sang des Français, après 2 grandes mesures qui sont l'interdiction du plomb dans les essences des voitures. Donc, une première mesure politique qui a été faite, mais aussi toutes les données toutes les politiques qui ont été menées à partir des années 90
sur le sujet, notamment autour de l'habitat, puisque ça a été montré suite aux années 80 où il y a eu des décès d'enfants. L'habitat a été vraiment pointé du doigt comme un déterminant majeur. Et donc, toutes les actions qui ont été faites en faveur de cet habitat ont permis de baisser les niveaux de saturnisme dans le sang des Français. Et c'est notamment l'étude Saturninf qui l'a montré. Et donc, du coup, il y a de moins en moins de dépistage. Donc, ce travail a été fait en 2011-2012 et on voit que c'est quand même encore Paris, notamment le 18e et la Seine-Saint-Denis avec Aubervilliers, qui concentrent encore 60% des enfants à risque, c'est-à-dire qu'ils habitent dans un habitat potentiellement indigne. Et ce dépistage donc, a baissé, évidemment, entre les années 2004-2005 et 2011-2012 de façon très importante. Et il a baissé ce dépistage de façon beaucoup plus importante que celle des enfants à risque. Donc, on voit qu'il y a encore du boulot, notamment sur de pouvoir réduire cet habitat potentiellement indigne, mais aussi de pouvoir promouvoir, du coup, de façon synergique, encore les activités de dépistage dans ces quartiers qui sont beaucoup plus touchés par des problématiques de logement. Un troisième exemple autour de la tuberculose, pour montrer qu'un autre indicateur qui peut être intéressant aussi à montrer donc en lien sur la santé est celui d'une maladie respiratoire. On pourrait faire le parallélisme avec le Covid, hein, c'est exactement le même mécanisme. C'est une maladie respiratoire et donc quand on regarde les zones à forte incidence, alors ce travail n'a pas encore été publié, hein, mais il sera en voie de l'aide, donc juste à prendre encore avec précaution. Mais l'identification des zones à forte incidence sont corrélées. Alors vous avez je ne sais pas si on voit très bien sur le graphe, mais on voit en fait que l'incidence de la tuberculose est très corrélée à deux indicateurs qui sont le pourcentage de personnes immigrées, on fait ça déjà dans la tuberculose, et également le pourcentage de logements surpeuplés. Donc la question se pose, ce n'est pas seulement le fait d'habiter, d'être d'avoir une origine dans un pays endémique de la tuberculose et de faire des voyages dans ce pays endémique qui fait qu'on attrape la tuberculose, c'est aussi le fait d'habiter dans des endroits surpeuplés où on l'attrape sur le territoire français, ce qui n'est pas du tout les mêmes conséquences en termes de politique publique. Donc, sur ce travail-là, on a montré que près de 65% de la prévalence de la tuberculose était liée à la suroccupation des logements. C'est vraiment pas rien et c'est une politique importante parce que de réduire la suroccupation des logements permettrait de réduire l'incidence de la tuberculose de façon peut-être plus efficace qu'un certain nombre de politiques actuellement menées. Voilà ce qui pourrait servir comme plaidoyer. Donc, on fait le parallélisme quand même avec la Covid, parce que ça aussi, c'est une maladie respiratoire et qui suit un peu le même principe. Et quand on a analysé donc, la dynamique de la distribution sociale de la tuberculose, de la Covid, en fonction du système d'un indice de déprivation sociale, donc c'est les quintiles que vous voyez à droite. Donc, on a regardé le taux d'incidence, le taux de positivité et le taux de dépistage. Alors, si on regarde le Q1, en fait, c'est les personnes qui sont le plus favorisées. Et si on regarde le Q5, c'est les personnes qui sont le plus défavorisées. On voit qu'il n'y a même pas un gradient social, parce que si on avait un gradient social, ce serait une droite qui est montrée de façon linéaire. Là, on voit un décrochage vraiment spectaculaire du dernier quintile, c'est-à-dire des personnes les plus défavorisées en termes d'incidence sur la Covid, de taux de positivité, et au contraire, un décrochage au niveau du taux de dépistage. Donc, en fait, ce que ça montre, c'est qu'on a bien sûr cette différenciation sociale, mais c'est surtout vrai dans les zones denses, densément peuplées. Donc, c'est eux qui ont les plus hauts taux de positivité et les plus bas taux de dépistage pour le Q5. Donc, on voit que la densité du quartier, bien sûr, joue sur ces taux d'incidence et de positivité. Sur un dernier exemple, de montrer un petit peu en quoi le Covid peut jouer et peut être dramatiquement plus élevé chez des populations qui sont en risque d'exclusion sur un déterminant structurel de santé comme le logement. Et ben, si on regarde les populations qui sont sans domicile, donc très précaires, elles ont été rapidement identifiées comme vraiment démesurément exposées au risque d'infection, parce qu'elles sont aussi le plus démesurément exposées à des risques de comorbidité et puis des conséquences, notamment du confinement, parce que si on parle de personnes sans domicile, pour se confiner à domicile, ça pose un souci.
Et donc, on a eu un travail qui s'est fait de façon assez conséquente et réactive du fait que, quand on arrivait au plan hivernal, en 2020, eh ben, la plupart des personnes sans domicile seraient hébergées dans des lieux collectifs, et notamment des gymnases, avec la peur d'une infection très forte dans ces lieux d'hébergement, et une difficulté à pouvoir appliquer les gestes barrières, puisqu'il fallait pouvoir avoir tout simplement de l'eau, des douches individuelles, de l'eau courante, des toilettes, ce qui n'est pas le cas. Et puis avoir accès bien sûr à des matériels de protection comme des masques, voire même une information adaptée, une littératie qui soit adéquate pour pouvoir comprendre comment se protéger de la Covid. Et donc il y avait une urgence, on va dire, à faire quelque chose de rattrapage, puisque ces politiques structurelles du logement, et on l'a vu avec des phénomènes en population générale comme la suroccupation ou la précarité énergétique, tous ces indicateurs qui touchent le gradient social, dans des populations qui n'ont pas du tout de logement, là on est encore sur autre chose. C'est de l'absence totale de pouvoir réagir lorsqu'il se passe une crise et une circonstance comme la Covid. Avec en plus des difficultés d'accès aux soins et aux droits, ce qui fait que ces personnes sans logement, là, on n'a pas d'indicateur. Et du coup, ils ne sont pas détectés par les systèmes de surveillance classiques. Et cette invisibilité, elle a des conséquences collectives, parce que ça promeut du coup une dissémination très forte, et aussi individuelle, avec des grands retards, notamment dans la prise en charge. Donc, on a été amené à réagir rapidement par un projet qu'on appelait mobilisation de connaissances, MOBCO, pendant la crise, pour ces personnes en exclusion. Et pour pouvoir, donc la mobilisation de connaissances, c'est un partage de connaissances un peu en mode spirale, c'est-à-dire qu'on a travaillé sur des savoirs théoriques, notamment avec des scoping review, pour savoir comment étaient faites les stratégies, notamment de dépistage et de vaccination pour protéger les personnes en exclusion de logement, donc sans domicile, en squat, en bidonville, ou encore les gens du voyage ou les Roms, pour pouvoir savoir comment adapter ces politiques, ou en tout cas ces stratégies qui avaient été probantes à l'étranger en France, en s'appuyant également sur les savoirs expérientiels des acteurs, et pour pouvoir produire des savoirs intégrés pendant la crise. Et donc cette démarche a permis plusieurs choses. D'abord, elle a montré le rôle majeur des déterminants structurels, à la fois sur le fait de pouvoir se faire vacciner et de se faire dépister, alors que les facteurs individuels, eux, ils étaient un peu plus différents selon, par exemple, quand on s'intéressait à la vaccination, selon qu'on s'intéressait à la primo-vaccination ou à la complétude de la vaccination. Et puis, les savoirs expérientiels ont montré l'importance de l'aller vers, du ramener vers, du faire avec, du faire ensemble, parce que je reprends un peu la notion d'empowerment dont parlait Laurent, et puis surtout le respect de la temporalité. Il faut savoir que pour des personnes qui ont 15 ans d'espérance de vie moins que les autres, les priorités ne sont pas les mêmes. Et donc, la vaccination dans ce cadre n'est pas du tout aussi prégnante que d'autres besoins, comme se vêtir, manger ou se loger. Alors, cette mobilisation de connaissances, elle a permis aussi une réactivité des pouvoirs publics, et notamment pour les personnes qui n'avaient pas de sécurité sociale. Il a pu être mis en place, notamment avec la CNAM, un numéro d'urgence pour leur permettre d'être vaccinés. Ça a permis aussi de montrer des problématiques et des points d'attention très importantes, par exemple sur le fait d'avoir une domiciliation, puisqu'on parle de logement, ça pouvait bloquer une vaccination quand on est dans un système, c'est tout bête, hein, mais quand on est en train de s'inscrire dans la vaccination, ça peut bloquer le logiciel. Le fait aussi que ces dépistages qui ne sont pas remboursés quand on n'est pas vacciné, ça peut amener à un problème massif de déscolarisation des enfants dans ces populations très précaires. Et donc, il y a eu plusieurs notes qui ont été rédigées en ce sens pour alerter les pouvoirs publics sur les risques en fait, de certaines politiques qui sont menées dans ces groupes qui sont particulièrement exclus du fait d'un déterminant structurel comme le logement. Ça a permis par ailleurs d'essayer de promouvoir des indicateurs, puisque comme je vous le disais, les indicateurs sont absents pour cette population, et donc de participer à l'élaboration d'une étude qui s'appelle Prévac avec MSF et Épicentre pour estimer la couverture vaccinale des personnes à Marseille et à son domicile qui sont confrontées à cette situation. Et enfin, elle a permis la co-construction d'outils qui sont adaptés du terrain avec des focus group et des dynamiques de focus group qui concernent des acteurs de terrain au plus près de ces populations-là, qui font remonter les besoins et qui permettent du coup de créer une lettre
qui vient tous les mois, tous les 2 mois, sur les grandes questions que se posent ces populations autour de la vaccination, notamment si le fait de ne pas avoir de papier, comment on fait, et toutes ces problématiques qui sont spécifiques et qui ne sont pas du tout couvertes par on va dire les messages habituellement qu'on a pour la population générale. Un autre exemple auprès des gens du voyage. On va arriver au terme. Je me dépêche, Stéphanie. alors juste fini avec ça. Juste parce que c'est dans la région, donc je trouvais intéressant de vous la montrer, puisque c'est la Nouvelle-Aquitaine et montre qu'on peut avoir par une ARS une action intéressante autour de la médiation en santé et qui a permis en fait de pouvoir former donc ça a été une communication après de l'EHESP, de former au cluster complexe avec un plan déployé. Et s'il y a une coordination locale des acteurs, s'il y a une démarche communautaire, si on s'intéresse aux besoins de ces personnes en renforçant les aptitudes individuelles, et si on crée un environnement favorable, on peut être amené à mieux lutter contre la Covid sur ces populations-là. Là, du coup, je vais juste parler vite fait de Housing First quand même, qui est une intervention importante d'accès au logement et qui a été une réforme structurelle. Donc, il n'y en a pas beaucoup. Linda le disait, il n'y a pas eu beaucoup de réformes structurelles, mais celle-ci en fait partie, c'en est une. Il y a 280 000 personnes qui ont accédé au logement entre 2018 et fin 2021, avec une efficacité, donc une évaluation, ce qui est assez rare, qui est en cours, qui a été publiée, montrant l'efficacité de ce programme, notamment sur la durée des hospitalisations en psychiatrie et qui est coût-efficace. Donc voilà, il y a beaucoup de politiques du logement et de l'habitat. Mais c'est complexe. Pourquoi? Parce qu'il y a une grande production législative depuis plusieurs décennies, beaucoup d'outils. Je vous montre juste le DOMI-score qui peut être intéressant parce qu'il permet de caractériser l'habitat selon tous les différents facteurs dont on a parlé aujourd'hui et qui fait un score global pour montrer l'impact général de l'habitat sur la santé. Donc, je vous ai mis là le lien, je pense qu'il peut être intéressant pour certains acteurs. Et en conclusion, juste pour dire un peu ce qui a été précédemment dit, donc je ne vais pas trop m'y attacher, mais ce décloisonnement des politiques de santé et de l'habitat qui devient urgent, ce décloisonnement du social et du médical, et puis simplement de savoir que ce n'est pas qu'une question de santé, parce que l'amélioration des logements, notamment des personnes les plus précaires, c'est une source d'économie assez majeure, même au niveau sociétal, et ça a été prouvé par les économistes. Qu'envisager cette santé de façon holistique, c'est ce qu'il faut faire. Je voulais simplement dire que le logement, ça reste une question de santé publique majeure. On est 35 ans après la Charte d'Ottawa, mais en fait, ça a été montré depuis 1850. Donc voilà, c'était juste pour faire un clin d'œil historique par rapport à ces questions-là. Merci beaucoup, Stéphanie. On en a profité avec Laurent pendant que tu parlais pour répondre aux questions qui étaient posées sur le forum Q&R. Je ne sais pas si on a correctement répondu à vos questions. Je laisse les trois personnes qui avaient posé des questions nous dire si ça vous satisfait ou si vous aviez envie de revenir sur ça. Et puis, je vois une question de Margot Duboeuf aussi. Donc, peut-être juste à François Dabis et Olivia Romatario et Darius. Est-ce qu'on a répondu, peut-être s'ils ne sont plus là, est-ce qu'on a répondu correctement à vos questions? Oui, François répond oui. Très bien. Très bien. Il y a quelqu'un qui a levé la main, mais je sais pas, je ne crois pas que vous pouvez parler. Alors, attendez. J'avoue que je ne sais pas trop comment ça fonctionne. Je vais regarder qui a levé la main. C'est pour ça qu'on vous demande normalement de poser vos questions sur le forum. Ouais, je ne crois pas qu'on puisse vous donner la parole, en fait. Si quelqu'un sait comment ça fonctionne, je suis... Bon, je vais répondre à celles qui sont sur le forum. D'accord. Pourrait-on avoir accès aux deux diaporamas? De toute façon, la vidéo est enregistrée, donc vous y avez accès. Olivier répond qu'on a pu... Olivier Romatario, que l'on a pu répondre à sa question. Je pense que je ne peux pas vous donner la parole, les personnes qui ont levé la main. Donc, Pardon, il y a Madame Marcel Claquin qui dit qu'on n'a pas répondu à sa question, mais je ne trouve pas la question. Non, elle n'est pas sur le forum QR. Ah, elle est sur la conversation. Si, elle est dans la conversation. D'accord. Elle est dans la conversation.
Donc, Madame Claquin nous dit que à la conférence de Genève a été abordé l'exemple de la Nouvelle-Zélande avec un gouvernement qui a institué un budget bien-être qui s'inscrit dans le cadre conceptuel, hein, ça, je ne sais pas, basé sur le système de connaissance du peuple maori, qui inclut la dimension spirituelle, aussi bien que mentale, physique, écologique, économique et sociale. Il me paraît pertinent de le mentionner dans votre exposé. Alors, trop tard, hein, l'exposé vient d'être fait. Il y a notamment une prise de conscience croissante aussi en France que le bien-être individuel passe aussi par la spiritualité. Il y a en ce moment beaucoup de personnes qui changent de voie professionnelle et se tournent vers des professions liées au bien-être et se reconvertissent suite à des formations certifiées. Alors oui, mais le bien-être individuel. Nous, l'objet de notre intervention n'était pas tant d'être sur le bien-être individuel que le bien-être sociétal et social, hein, vous l'avez compris, hein, c'est les déterminants structuraux de la santé. Donc les fonctionnements sociétaux. Donc, c'est la différence déjà avec ce que vous abordez. Et puis, est-ce que l'ISPED ou Santé publique France ont investigué ce phénomène de la prise en compte de la spiritualité, j'imagine que c'est ça la question, dans la construction de la santé? Alors, je vais laisser peut-être Simone répondre. J'avoue que je n'ai pas de... je n'ai pas la réponse à ça. Et je ne sais pas si Laetitia Huard ou Stéphanie ont dans leur tablette à Santé publique France des choses autour de cette question-là. À ma connaissance, vous m'entendez? Oui, on Oui, t'entend. oui, j'avais vu la question, non pas à ma connaissance autour de la spiritualité, par contre, dans les aspects de santé, dans les aspects de master santé, c'est des aspects qui sont étudiés, mais pas liés à vos thématiques que vous avez développées sur le bien-être dans le cadre sociétal et pas individuel, hein, comme tu le disais très bien. Pas à ma connaissance. Je ne sais pas. Laetitia a dû s'est mis par téléphone, donc je ne sais pas si elle peut parler, mais peut-être que Stéphanie sur peut dire santé, si elle... sur santé Sur la publique. spiritualité. Spiritualité et santé. Santé publique France, bon, déjà les questions de religion, on ne peut pas toujours les investiguer pour des raisons CNIL, mais là c'est beaucoup plus large, hein, puisqu'on parle de spiritualité. Juste non, peut-être plutôt par la médiation en santé, qui aborde un peu des fois aussi le respect des croyances des personnes et donc qui prend en compte un petit peu l'aspect un peu plus large. Mais c'est plutôt via des interventions en santé, comme la médiation, qu'on peut investiguer ce genre de dimension qui effectivement est très importante là, pour beaucoup de personnes, hein, puisque c'est un appui. On parlait de soutien social, là c'est un soutien spirituel, quoi, on va dire, qui est assez notable pour beaucoup de personnes. Donc je pense qu'on l'aborde plutôt via les interventions. Les indicateurs, non. On n'a que la religion, et la religion, on n'a pas toujours le droit de... Enfin voilà, on l'apprend avec des pincettes, la religion, pour des raisons. Peut-être un complément qui est un peu à la marge de cette question. Il y a un énorme travail qui est fait par le Centre collaborateur de l'OMS pour la santé mentale de Lille, piloté par Jean-Luc Groëlan, qui est une étude multicentrique sur maintenant au moins 50 lieux, villes en France, internationales, qui s'appelle Santé mentale en population générale, images et réalité, je crois. Et parmi les questions qui sont posées, il y a, lorsque vous avez des difficultés psychiques, voilà, à qui vous faites appel. Et parmi les réponses possibles, il y a effectivement tout ce qui est autour on va dire, du non rationnel, de la spiritualité, des religieux, et on s'aperçoit effectivement, donc on a sur un certain nombre enfin, sur l'ensemble des enquêtes d'ailleurs, on a cette réponse lorsque vous avez des troubles psychiques à définir. Est-ce que vous adressez, est-ce que les questions, le recours à la spiritualité est une aide? Et donc, on a dans les enquêtes les pourcentages qui sont variables. C'est évidemment pas la même chose lorsqu'on est en Somalie ou à Paris. C'est un des éléments d'approche de cette réponse, comment des habitants peuvent répondre à leurs difficultés avec la spiritualité. Par ailleurs, il y a une question autoriser les pagodes, les mosquées, les églises ou la laïcité.
si du point de vue d'un élu, la construction des lieux de culte ne relève pas, enfin, même la participation à la construction de lieux de culte leur est interdit, sauf pour les églises qui sont patrimoine communal. Pour autant, la question de la liberté d'exercer, la question de la non-discrimination liée à la religion, la question de la possibilité d'aller au marché voilé pour une femme musulmane, par exemple, c'est sûrement un facteur à la fois éventuellement de difficultés de cohésion sociale, mais certainement un facteur de meilleure santé pour les populations qui peuvent vivre leur religion, leur pratique de manière libre et sécure. J'avais une question, donc, pour vous dire que là, vous avez très bien répondu, et des questions essentielles. J'engage les gens à aller regarder les questions-réponses et vos réponses qui sont très détaillées. Merci à vous. J'avais une question pour vous, Monsieur El Ghazi, autour de la cohérence, parce qu'on a bien vu avec les interventions de Linda, les vôtres et celles de Stéphanie van der Toren, l'importance de la cohérence, de la cohésion, de la logique. Est-ce que pour les élus en France, qui ont élu notamment pour les mairies, puisque c'est plutôt votre lieu d'activité, il y a un réseau de connaissances spécifiques pour la santé. Alors, je sais qu'il y a des formations pour les élus avec certains Sciences Po, je sais que ça peut exister, mais tout ce que vous nous avez expliqué, est-ce qu'il y a un endroit où les élus peuvent l'apprendre, le connaître, le partager? Voilà, c'est ça ma question. Bon, c'est gentil de me poser cette question. Il y a en France deux... Bon, la santé, ce n'est pas une compétence des collectivités locales. Néanmoins, les collectivités locales ont la clause de compétence générale, donc ils peuvent s'intéresser à tout ce qui a trait au bien-être de la population. Et donc, évidemment, la santé, c'est une très bonne entrée là-dedans. Il y a deux associations. Il y a le réseau des villes santé OMS, qui est un réseau de villes, qui donc tente de mettre en application, de promouvoir et de mettre en application les recommandations de l'OMS, en particulier sur l'implication des collectivités locales dans le champ de la santé et du bien-être des populations. C'est voilà, construire des territoires favorables à la santé, c'est un peu ça leur slogan, si je puis dire. Et puis, il y a une association que j'ai contribué à créer en 2005, qui s'appelle Élus Santé publique et territoire, et dont l'objectif est de développer des politiques locales de santé, donc pas simplement des actions ponctuelles, mais bien quelque chose qui fasse politique. Donc vous êtes bien sûr, répond bien à la question de la cohérence, de la globalité, de l'intersectorialité. Donc développer des politiques locales de santé dans un cadre contractualisé avec l'État, puisque l'État reste le garant de la politique de santé, de l'égalité ou de l'équité, comme on veut, de toute la population, pour réduire les inégalités sociales et territoriales de santé. Voilà, c'est les trois objectifs. Et donc, on a fait depuis plus de 15 ans maintenant, même si je ne suis plus président, c'est le Gilbert Angard, maire adjoint d'Albi, qui en est président. On fait deux journées nationales d'études sur différents sujets. Donc, il y a eu santé des jeunes, santé et développement durable, santé mentale, beaucoup, en particulier autour des conseils locaux en santé mentale. Et tout ça, c'est accessible sur le site espt.so.fr, donc élus santé publique et territoire. Voilà. Merci. Ah ben, il y a quelqu'un qui a mis le site, là, merci. Oui, il est sur le chat. Qui est le coordinateur, le nouveau coordinateur de SPT. Et donc, les actes ont fait l'objet ont été édités et sont normalement accessibles sur Internet ou en papier s'il en reste encore. Mais ça, il faut voir avec... Voilà, merci, Étienne. Il y avait une question sur... j'ai demandé de repréciser, mais je n'ai pas plus de précision qui, à mon avis, pour toi, Stéphanie. C'était, pouvez-vous revenir, s'il vous plaît, sur le lien entre gradient social et logement? Et puis, je pense que ça sera la dernière parce que je vois qu'il est déjà 13h09 et il va falloir libérer nos intervenants. Oui, du coup, rapidement, le gradient social, en fait, ça veut dire que, et le logement, si on
caricature un petit peu, ça voudrait dire que plus on est mal logé, plus on a des problèmes de santé. Et donc, toutes les pathologies qui ont été mentionnées, qu'elles soient cardiovasculaires, respiratoires, etc., ont montré en fait un lien assez fort avec le logement et la position sociale qu'on occupe. C'est-à-dire, si on est dans un logement, alors j'ai pris plusieurs exemples, mais la mortalité canicule, par exemple, ben, ça a montré que si on est dans un logement avec, au dernier étage, dans un petit logement, donc mal logé en fait, avec peu de moyens des matériaux qui ne permettent pas de s'isoler de la chaleur, et ben on souffre de façon plus forte. Mais pour montrer que ça s'interagit avec tout un tas de facteurs, il y a aussi le soutien social, c'est-à-dire des personnes toutes les personnes qui sont au bout du gradient, en fait, ce qu'on appelle le gradient, c'est-à-dire de plus en plus défavorisées, ont tous les déterminants structuraux de la santé. Donc là, c'était le logement qui sont abîmés, on va dire, qui sont dans des logements indignes, qui sont dans des logements qui ne permettent pas de se protéger quand il arrive une crise, qu'elle soit d'origine climatique comme la canicule, d'origine infectieuse comme la Covid, parce que souvent, c'est aussi des personnes qui vivent dans des quartiers où il y a beaucoup plus de densité de population, où il y a beaucoup plus de suroccupation dans le logement, c'est-à-dire des personnes qui sont nombreuses avec des petits logements. Souvent, ce sont des familles monoparentales, donc avec une seule personne à leur tête, donc qui n'ont pas les moyens de subvenir et de se protéger en fait quand il se passe soit des événements climatiques, soit des événements respiratoires, ou tout simplement aussi des risques non infectieux comme le saturnisme, c'est-à-dire un logement où donc ils ne peuvent pas protéger non plus leurs enfants à ça. Donc c'est ça le gradient social, c'est que plus on est mal situé dans l'échelle sociale, plus on souffre de toutes les conséquences qui sont dues à un logement non favorable à la santé, non seulement en termes de logement, mais aussi en termes de quartier. Je ne sais pas sinon je peux être joignable par mail si vous voulez si vous voulez avoir accès aux publications ou à d'autres ressources qui montrent un peu ce lien entre position sociale et qualité du logement et état de santé. Merci beaucoup, Stéphanie. Je vois qu'il y avait encore 2 questions. Bon, on va les prendre, mais il y avait la question de Gaël. Laurent est en train d'apporter des éléments de réponse par écrit. Oui, en effet, j'évoquais l'ensemble des confinements, d'ailleurs, pas qu'en France, l'ensemble des confinements, et d'ailleurs, c'est rapporté dans la méta-analyse que j'évoquais, et c'est ce qui justifie le travail des chercheurs. L'ensemble des confinements ont été évoqués un peu comme ça, ont été mis en place pays après pays. Moins basés sur des démarches evidence-based, c'est-à-dire vraiment d'analyse de l'efficacité a priori de ces stratégies-là que la panique. D'ailleurs, ça a été repris dans certains ouvrages qui ont analysé comment la décision s'était prise. La panique, en fait, est l'effet un peu mouton de panurge, quoi. Il fallait absolument prendre une mesure radicale, immédiate. Et donc, le confinement a pris sa place là-dedans, bien avant d'ailleurs les masques et tout ça. Bon, on ne va pas revenir sur ça, mais qui auraient pu être des mesures mises en place de manière plutôt prioritaire avant toute forme de confinement. Ce que j'évoquais, c'est qu'en effet, les indicateurs étaient... l'indicateur prioritaire, c'était la saturation du système hospitalier. Ça a été vraiment notre jauge, ça. Les hospitalisations et les hospitalisations en réa, ça a été notre jauge à chaque vague et les mesures ont été prises face à cet indicateur-là. Pourquoi ce n'est pas un bon argument? Parce qu'en réalité, derrière la saturation du système hospitalier, ce n'est pas qu'une question de dynamique de l'épidémie, c'est aussi une question de la capacité de l'hôpital à prendre en charge en fait, ces personnes-là. Et donc, il y a d'autres facteurs qui rentrent en ligne de compte qui sont propres à l'organisation du système de santé. D'ailleurs, c'est posé aussi la question du public et du privé avec des organismes privés qui étaient prêts à prendre des patients et vers lesquels les patients n'ont pas été envoyés. Enfin, voilà, il y a eu tous ces éléments-là. Mais en tout cas, il y a d'autres facteurs qui rentrent en ligne de compte que la dynamique épidémique dans cette saturation hospitalière. Deuxièmement, c'est un premier élément de réponse. On aurait dû prendre en compte cette plasticité hospitalière aussi dans les éléments de réponse à apporter à la crise. Deuxième élément, cette saturation hospitalière a fait qu'on a mis en place des mesures universelles. Au-delà des contaminations, on aurait pu prendre comme indicateur les contaminations, en fait, l'évolution des contaminations, en sachant qu'il y a des personnes pour lesquelles les contaminations n'étaient pas susceptibles de se transformer en forme grave.
Or, dans les mesures qui ont été appliquées par rapport à cette saturation hospitalière, ce n'est pas tant l'indicateur qui gêne que les mesures derrière, c'est l'application de mesures universelles. Tout le monde a la même enseigne. Après, au fur et à mesure des vagues, ça a été revu évidemment parce qu'il y a eu énormément de lobby, de plaidoyer pour montrer que ce n'était pas la bonne solution et heureusement, ça a été entendu. Mais ça a été l'application de mesures universelles alors qu'on est face à une syndémie et non une épidémie, c'est-à-dire qu'il y a des cofacteurs qui font que ça se transforme en forme grave. Or, l'application universelle a les mêmes effets sur l'ensemble de la population, alors même que tout le monde n'est pas vulnérable de la même manière à la maladie. Et donc, ça a eu pour conséquence celles que j'évoquais dans mon diaporama, qui sont toutes les conséquences en matière d'équité, d'absence de protection, de retard de prise en charge, de troubles de la santé mentale, puisqu'en plus, au fur et à mesure des vagues, on a remis en place exactement en fait la même stratégie qui montrait bien qu'en réalité, ça permettait de contenir sur un temps donné. Mais dès qu'on ouvrait la cage aux oiseaux, évidemment, l'épidémie repartait. Donc, voilà en quoi ce n'était pas un bon indicateur. Ce n'est pas en soi, c'est-à-dire que c'est un indicateur important parce que la saturation hospitalière, c'est aussi les taux de survie derrière. Mais ça n'aurait pas dû être le seul indicateur. D'autres indicateurs auraient pu être pris en compte. Et après, je vois une question, c'est ma crainte, c'est de glisser de plus en plus vers les querelles politiques, mais j'avoue que je n'ai pas le début de la question. Je pense qu'il y a un début et du coup, je ne sais pas quoi vous répondre, Darius. Je pense que c'est surtout par rapport à la tuberculose et le mal logement. Ce que ça montre, en fait, les indicateurs, c'est que ce n'est pas tant une question d'immigration ou autre, parce qu'on parle souvent d'immigration. Voilà. Ah, c'est répondu, d'accord. C'est surtout un problème de mal logement et que donc il faut agir sur le logement. Voilà, c'est surtout ça que ça montre. Je vous propose qu'on arrête là. Voilà, on a pris les dernières questions. Merci à tous d'avoir participé à ce séminaire. On regrette de pouvoir évidemment répondre à toutes vos questions. Il y en aurait plein. On se disait avant de commencer qu'on en aurait pour la journée. On pourrait y passer la journée. On espère que les messages qu'on voulait faire passer, vous les avez entendus et vous les avez compris. On reste, évidemment, moi, je reste à votre disposition si vous avez besoin de précisions sur ma messagerie. Je remercie vraiment Stéphanie et Laurent d'avoir accepté de faire l'exercice sur cet enjeu qui nous rassemble. Et puis merci à Laetitia et à Simone d'avoir accepté aussi le thème de ce séminaire et puis de l'avoir introduit. Je vous souhaite à tous une très bonne semaine. Et puis, même si on a largement dépassé le 31 janvier, j'en profite parce qu'on va peut-être sortir de cette crise Covid et on a tous besoin d'avoir beaucoup d'optimisme. Et donc, je vous souhaite à tous une très belle année aussi, en espérant qu'elle soit bien mieux que les deux que nous venons de traverser. Au revoir. Merci. Au revoir, merci à tous. Merci.